Alors, bonjour à tous. Donc, suite de notre cours sur la contraction de texte, après la méthodologie, donc, on va voir un exemple à partir d'un texte de Victor Hugo, donc Discours sur la misère. Alors, c'est un texte que vous connaissez puisque c'est le premier texte sur lequel nous avons travaillé sur la séquence de l'argumentation. Donc, Discours sur la misère, discours de 1849. Souvenez-vous, Victor Hugo nous dit voilà, qu'il s'agit non pas de supprimer la souffrance, mais d'essayer de supprimer la misère, parce que la misère est en quelque sorte une maladie du corps social, et donc ensuite il va donner un certain nombre d'exemples. Donc je vous invite à sortir le texte, et à avoir aussi à côté votre méthodologie de la contraction de texte. Alors, ce texte comporte 378 mots, et donc on va vous demander de le contracter au quart. C'est-à-dire, il doit rester 95 mots. Donc le texte original de départ, 378, texte contracté final, 95 mots. Alors vous avez une marge de plus ou moins 10%, ça veut dire que vous avez une marge donc supérieure de 105 mots, et une marge inférieure de 85 mots. Donc, votre texte final, votre résumé, doit se situer entre ces deux bornes-là. D'accord ? Faites attention, si vous dépassez 105 mots, vous perdez des points. Si vous êtes en dessous de 85 mots, vous perdez des points. Un petit conseil par rapport à ce problème de mots, ce problème de nombre de mots, il vaut mieux, à un moment donné, arriver à un résumé qui dépasse un petit peu 105, par exemple, vous avez 115 mots au brouillon, et puis vous allez raboter votre texte, essayer d'éliminer tel ou tel adjectif, par exemple, pour arriver à 105. Donc il vaut mieux faire ça, il vaut mieux avoir au départ un résumé au brouillon qui dépasse un petit peu la borne supérieure, pour ensuite arriver à 105, que un résumé, trop court, par exemple de 70 mots, où vous allez être obligé de vous poser la question, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter pour arriver à 85 mots. Le risque, c'est de rajouter en fait des phrases, des mots, des expressions qui finalement ne résumeront pas des éléments du texte. Voilà, donc c'est petit conseil, en plus de tous les autres conseils que vous avez dans votre méthodologie. Voilà, alors, on revient au texte. Donc, voilà le texte, je pense que vous voyez. Alors, hop, petit souci technique. Voilà. Voilà. Alors, texte de départ, texte d'arrivée. Alors, je vais vous montrer pas à pas comment on peut arriver à un texte contracté. Voilà, vous avez ici une contraction de texte. Alors, j'ai surligné certains passages pour vous montrer la transformation que j'ai faite. Les verbes que j'ai changés, les expressions que j'ai changées, les tournures de phrases aussi, et en même temps, la fidélité aux idées du texte. Votre contraction doit exprimer les idées du texte et les articulations des idées entre elles. Ça, c'est important. Alors, regardons les deux premiers paragraphes. Je vous relis pour vous mettre le texte en mémoire. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine, mais je suis de ceux qui pensent et affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui,
cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Alors on va commencer par ces deux paragraphes, donc, et on va essayer de contracter ces deux paragraphes, c'est-à-dire donc de les résumer de la façon la plus objective possible. Alors ce qu'on peut observer déjà, c'est que Victor Hugo fait bien la distinction entre ce qu'il appelle la souffrance et la misère. Donc ici, il évoque la souffrance, et ici, alors attendez, remarquez-le bien, la misère. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que pour lui, la souffrance, c'est une loi divine, hein, c'est une loi divine, c'est-à-dire que la souffrance, quelque part, fait partie de la condition humaine. Être un être humain, c'est souffrir, par définition. On souffre à la naissance, on souffre à la mort, on souffre pendant la vieillesse, pendant la maladie, etc. etc. Il y a des tas de types de formes de souffrance qui sont inévitables. Par contre, la misère, il nous dit que c'est une maladie du corps social. Donc c'est deux choses radicalement différentes. Et Hugo ne nous dit pas, évidemment, qu'il va supprimer la souffrance. Hugo ne nous dit pas qu'on peut supprimer la souffrance, hein, mais qu'on peut supprimer la misère. Deux choses bien différentes. Hein, et vous voyez qu'il commence en nous disant « Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance. » Alors, comment est-ce qu'on va résumer ça? Alors d'abord, on va remarquer l'énonciation. Souvenez-vous qu'une contraction de texte doit conserver l'énonciation du texte. C'est-à-dire, si l'auteur dit « je dois continuer, moi, à dire « je » dans mon texte contracté. Donc, il nous dit « Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine, etc. Mais je suis, hein, vous voyez, remarquez-le bien, messieurs, je, etc., etc. Donc tout le long, en fait, il parle à la première personne du singulier. Victor Hugo parle à l'Assemblée, il parle en son nom, et à qui il s'adresse? Eh bien, il s'adresse tout simplement aux députés. Alors, le mot député n'apparaît pas dans le texte, par contre, ce qui apparaît, c'est le mot messieurs. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, etc. Donc on a ici l'énonciation. L'énonciation du poète qui parle à la première personne, je, et qui s'adresse à des messieurs. Et ces messieurs sont en fait les députés de l'Assemblée. Première chose. Deuxième chose, on va regarder les articulations logiques. On voit ici qu'il y a un « mais ». Un « mais », c'est très important, c'est une articulation d'opposition. On a aussi ce terme-là, hein, remarquez-le bien, c'est-à-dire que Hugo insiste. Il insiste, il veut faire remarquer quelque chose d'important. Donc, il nous dit, remarquez-le bien. On peut souligner aussi d'autres aspects, comme la ponctuation. Par exemple, on a un point d'exclamation ici, un autre ici. Ça donne la tonalité du texte. C'est important aussi. Alors, ensuite, on va être confronté au problème du vocabulaire. C'est-à-dire que certains verbes, comme le verbe supprimer, certains termes comme maladie du corps social, eh bien, il va falloir les remplacer par d'autres mots, par d'autres expressions. Alors, on va voir ce que ça peut donner.
premier paragraphe, regardez. Hop. Je ne pense pas, messieurs, alors je vais avancer un petit peu la caméra, voilà. Donc, là on a le texte original, là le texte contracté. Ça donne « Je ne pense pas, messieurs, que l'on puisse éradiquer la souffrance, car elle fait partie de la condition humaine. Mais on peut supprimer la misère, car la misère est une maladie de la société, et c'est la responsabilité des hommes politiques de la faire disparaître. » Alors, dans le texte, Hugo nous dit « Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient que l'on peut supprimer la souffrance. » Donc, le verbe croire, ici, est remplacé par le verbe penser. Hein, je ne pense pas. Au départ, il nous dit « je ne crois pas qu'on peut supprimer la souffrance ». Donc, ce « je ne crois pas hein, », ça devient « je ne pense pas ». Le verbe croire est remplacé par le verbe penser. Il nous dit « donc je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde ». Alors, supprimer, quel synonyme on pourrait utiliser ? Bien, il y a le verbe éradiquer. Éradiquer quelque chose, c'est le supprimer complètement. Alors, le terme souffrance, par contre, ici, on va le garder. Pourquoi ? Parce que c'est un terme universel, et il n'y a pas vraiment de possibilité ici, comment dire, il n'y a pas de synonyme suffisamment juste pour pouvoir le remplacer. Par contre, Hugo nous dit dans le texte de départ que la souffrance est une loi divine. Alors, qu'est-ce qu'il entend par loi divine ? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est inévitable, et que c'est quelque chose qui est lié, en fait, à la vie humaine, à la condition humaine. Donc, ça devient « Je ne pense pas, messieurs, que l'on puisse éradiquer la souffrance, virgule, car elle fait partie de la condition humaine. » Donc vous voyez que ce « car » ici vient expliquer le lien entre les idées. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas éradiquer la souffrance ? Bien parce que la souffrance fait partie de la condition humaine. Mais, autre articulation entre les idées, mais on peut supprimer la misère. Donc souvenez-vous, ici, ce qui est important, c'est cette distinction entre souffrance et misère. Mais on peut supprimer la misère, car la misère est une maladie de la société. Alors, maladie du corps social, ça devient maladie de la société. Vous voyez que là, c'est pas très difficile. Ensuite, et c'est la responsabilité des hommes politiques de la faire disparaître. Alors, ici, cette proposition vient remplacer cette longue phrase où l'auteur nous dit « Les législateurs et les gouvernants, c'est-à-dire en fait les hommes politiques, doivent y songer sans cesse. » Il doit songer à quoi ? Il doit songer au fait que la misère est une maladie du corps social et qu'il faut essayer de la supprimer. Car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les hommes politiques ont la responsabilité de faire disparaître cette misère de la société. C'est leur devoir. Donc le mot « devoir » est remplacé par « responsabilité ». Les mots « les législateurs et les gouvernants », ça devient « les hommes politiques ». Et donc la phrase devient tout simplement « c'est la responsabilité des hommes politiques de la faire disparaître ». De faire disparaître la misère, bien sûr. Voilà, donc on a ici un petit paragraphe de 1, 2, 3 lignes, 3 lignes et un mot, qui viennent remplacer ces deux paragraphes. Voilà pour un début. Alors, ensuite, on voit que le texte, très rapidement, va s'appuyer sur des exemples. Victor Hugo va accumuler une série d'exemples plus ou moins importants, plus ou moins développés, et qu'il va falloir résumer, qu'il va falloir contracter.
La misère, messieurs, donc il s'adresse toujours évidemment au même député, la misère, messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Donc vous voyez par exemple quand il dit j'aborde ici le vif de la question, ça dans votre contraction de texte c'est quelque chose qui peut être supprimé. Hein. C'est un détail comment dire, d'expression que l'on peut supprimer. La misère, messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir jusqu'où elle est, la misère? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle va? Je ne le dis pas en Irlande, je ne le dis pas au Moyen-Âge. Je dis en France, je dis à Paris, et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Alors, ici, on trouve, par exemple, une énumération. Hein, voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle va? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris. Comment dire? Il entre vraiment dans les détails. Le travail qui consiste ici à résumer ce passage va devoir, comment dire, simplifier tous ces détails. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, d'abord, on va devoir conserver, hop, attendez, voilà, d'abord on va devoir conserver quelque chose d'important, c'est les questions. Victor Hugo pose des questions. Hein, on a un point d'interrogation, un autre, un troisième. Donc si l'auteur au départ dans son texte pose des questions, votre contraction doit conserver aussi ce type de phrase. Voilà, alors, c'est pas le bon mail. Voilà. Voilà. Petit réglage. Hop, voilà. Alors, jusqu'où la misère peut-elle aller? On a la question, tout va bien. Le mot misère, on a le droit de le reprendre, c'est pas problématique. Par contre, l'auteur nous dit voulez-vous des faits? Hein, il utilise cette question, voulez-vous des faits? Ça va devenir soyons factuels. Hein, le sens est le même, et voilà, ce n'est pas le même mot. Mais au lieu de dire « je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris », ça va devenir « ici et maintenant à Paris ». Hein, on n'a pas besoin de nommer l'Irlande, le Moyen-Âge, tout ça, ce sont des détails que l'on peut simplifier. Puisque ce que veut nous dire Hugo, c'est que la misère dont il parle, c'est une misère non pas d'une époque passée ou d'un autre pays, c'est juste la misère au moment où lui parle. Donc, ici et maintenant, à Paris. Et ensuite, donc, il va tout de suite enchaîner avec les exemples. Eh bien, quelle misère on trouve à Paris? On trouve des familles qui, pour lutter contre le froid, vivent entassées dans des lieux insalubres, habillés de haillons. Alors, on a le verbe lutter, hein, des familles qui luttent contre le froid, elles sont entassées dans des lieux insalubres, habillés de haillons. Que dit le texte? Que dit le texte? Regardez, donc, il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris, que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières, vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation. Ramassés dans la fange du coin des bornes, espèce de fumier des villes, où des créatures s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Alors vous voyez que c'est une phrase très longue, très complexe et très riche. Donc là, le travail va nous demander vraiment de synthétiser et de garder l'essentiel. Alors, là aussi on va trouver des accumulations.
il nous dit, voilà, il y a dans Paris, dans des rues, des maisons, des cloaques, ou des familles, donc toute cette série en fait de noms, d'exemples, on va le simplifier. On va pas entrer dans les détails comme il le fait, on va essayer effectivement de synthétiser. Alors, quelle synthèse précisément? Bien tout simplement, qu'est-ce qu'il nous dit Hugo? Ben, qu'on trouve des familles, voilà, qui, pour lutter contre le froid, effectivement, pour échapper au froid, ça c'est le... Pourquoi est-ce qu'elles vont, comment dire, se cacher au fin fond, dans des maisons et s'entourer de morceaux de chiffon autour d'eux? C'est pour échapper au froid. Donc pour lutter contre le froid, vivent entassés dans des lieux insalubres. Entassés dans des lieux insalubres. Alors, entassés, ça vient résumer, vivent pêle-mêle. Des familles entières vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants. Donc ici, il nous explique que ces familles, voilà, sont toutes agglutinés, tous les individus sont agglutinés les uns sur les autres. Eh bien, ça peut se résumer en disant qu'ils vivent entassés dans des lieux insalubres. Insalubre, ça veut dire impropre, sale, qui, sur le plan de l'hygiène, pose problème. Ce mot insalubre vient résumer des tas de passages, comme quand, par exemple, il dit des monceaux infects de chiffon en fermentation. Donc, le mot chiffon en fermentation, l'expression monceau infect, tout ça, on va le contracter, le résumer, et ça devient des lieux insalubres, et donc des personnes habillées de haillons. Un haillon, c'est un vêtement en très mauvais état, et un vêtement sale. Donc tout ce long paragraphe avec des exemples très, très détaillés devient ici une phrase qui synthétise et qui dit l'essentiel. Ensuite, Hugo va chercher un autre exemple. Il nous dit « Voilà un fait, en voulez-vous d'autres ? Ces jours-ci, un homme, mon Dieu, un malheureux homme de lettres, car la misère n'épargne plus les professions libérales, etc., etc. » Donc, ça devient un autre exemple. Cette nuit, un écrivain est tout simplement mort de faim. Donc on synthétise, là aussi, un exemple qu'il développe. Il développe, lui, en disant, un malheureux homme de lettres, car la misère n'épargne pas plus les professions libérales que les professions manuelles. Un malheureux homme est mort de faim à la lettre, et l'on a constaté après sa mort qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Donc tout ça, ça devient un écrivain est tout simplement mort de faim. Ce qui nous explique bien que, en 1849, à Paris, les gens continuent de mourir de faim. Certains meurent de froid et d'autres meurent de faim. Le dernier exemple, voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore? Le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, par exemple le mot ici recrudescence, ça veut dire que l'épidémie du choléra redémarre, donc c'est un détail important, certes, mais dans la contraction, il ne figurera pas. Donc pendant la recrudescence du choléra, on a trouvé une mère et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes et pestilentiels des charniers de Montfaucon. Donc Montfaucon, en fait, c'est une décharge publique dans Paris, et donc il nous explique que on voit régulièrement des familles, une mère avec ses enfants, qui cherchent leur nourriture, cherchent de quoi manger dans les débris pestilentiels et immondes des charniers de Montfaucon. Tout ça, ça va devenir une phrase toute simple, mais en même temps qui dit l'essentiel. L'auteur nous dit, au départ, il nous dit « Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore ?» Donc, on garde la question, mais ça devient un exemple plus sordide. Récemment,
pendant le choléra, on a découvert toute une famille fouillant dans une déchetterie de quoi survivre. On a l'idée de la survie, on a la déchetterie, l'idée d'une famille qui fouille, hein, puisque il nous parle hein, d'une mère et de ses enfants hein, qui cherchaient leur nourriture voilà, dans les débris immondes et pestilentiels. Donc tous ces détails, débris immondes et pestilentiels, ces adjectifs, hein, immondes et pestilentiels, on les supprime. On n'en a pas besoin pour dire l'idée et pour dire l'essentiel de l'exemple. D'accord ? C'est sordide, l'exemple est sordide. Récemment, ça veut dire que voilà, c'est quelque chose qui a été vu il y a quelques jours. C'est pendant le choléra. Et donc, au lieu de dire « on a trouvé une mère et ses enfants », on dit « on a découvert toute une famille fouillant dans une déchetterie ». Pourquoi ? Ben pour survivre. Voilà un exemple donc d'une contraction de texte où on passe de 378 mots à une centaine de mots. Je crois que j'étais arrivé à 102 mots, quelque chose comme ça. Donc je suis à l'intérieur hein, des deux bornes à ne pas dépasser. 85, la plus basse, 105, la plus haute. Voilà. Si vous êtes à 106 ou 107, voilà, ça va aller. Hein, on n'est pas à un mot près. En fait, vous perdez un point à chaque fois qu'il y a 10 mots en trop. Si par exemple vous faites 115, vous faites un résumé de 115 mots, là vous perdez un point. Et ensuite, si vous faites 125, vous perdez un nouveau point. Mais bon, ça va assez vite, hein. Vous pouvez perdre des points parce qu'il y a trop de mots, vous pouvez perdre des points parce qu'il y a trop de fautes d'orthographe, et vous pouvez perdre des points aussi, évidemment, si le sens du texte, si votre résumé n'est pas fidèle au sens du texte. Voilà pour ce premier exemple. La prochaine fois, donc, je vais vous envoyer un petit texte à contracter, donc ça va être votre prochain travail. D'ici là, bonne révision, bon travail et soyez prudents.